je vous propose de débuter cette semi-plénière des RIUESS qui s'appelle « Enquêter les coulisses de la recherche participative ». Je vais commencer par me situer un peu par rapport au sujet, vous expliquer pourquoi c'est opportun ou pas, à vous de juger, que j'anime cette semi-plénière. Je suis salarié du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes depuis mars 2023 et une de mes missions dans ma fiche de poste, c'est d'animer et d'entretenir les coopérations entre associations et recherche, notamment dans le but de pousser la recherche associative. Donc, montrer que les associations sont légitimes à faire de la recherche sur les sujets qui les intéressent. On a par exemple un enjeu noté dans notre projet stratégique qui est d'encourager les politiques publiques pour des recherches sur et avec les associations et donc rappeler qu'elles sont légitimes à conduire des recherches-actions sur ce qui les concerne. À ce titre, le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes est membre de la Boutique des Sciences, dont Hélène est une des représentantes aujourd'hui. Merci d'être là. On est également membre de l'IFMA, et là je fais un coucou à Corinne. Et on est également membre de la chaire de l'ESS, d'où peut-être ma présence aujourd'hui, vu que c'est la chaire de l'ESS qui organise les RIUESS. Bonjour Jean-Luc. L'année dernière, on a sorti un guide de la recherche participative pour les associations, que vous pourrez retrouver sur notre site internet si jamais ça vous intéresse. Ce guide, comme CRIUESS, se veulent pratiques. Donc, par exemple, sur le papier de présentation des rencontres que vous retrouviez aussi sur l'appel à communication, il y a notamment la citation suivante: « Les 24e rencontres du RIUESS ont pour ambition de porter l'attention sur des activités et des pratiques concrètes déployées par les acteurs-actrices souhaitant incarner un projet politique fondé sur des stratégies d'émancipation, de transformation et plus que jamais aujourd'hui de résistance. » Et il nous semble à nous, au mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, que la recherche participative peut faire partie de ces moyens concrets, dans une perspective de comprendre pour mieux agir. C'est un peu ce qui était ressorti à la table ronde à laquelle tu étais déjà présente, Florine, quand on a organisé l'événement à côté de Clermont. Que ce soit à la fois les personnes qui font partie des institutions de recherche et les associations. Ce qu'elles attendent de la recherche participative, c'est d'être aux prises avec le réel et d'avoir une portée transformatrice. Donc ça, pareil, à retrouver dans le guide si vous voulez un peu plus de détails et surtout de comment le mettre en pratique. Je crois que j'en ai fini pour l'introduction à cette semi-plénière. J'espère que c'est clair pour vous de quoi on va traiter. Donc 4 personnes ici aujourd'hui qui ont toutes des positions un peu différentes et notamment par rapport à la recherche participative. Et donc je vais d'abord t'inviter, Hélène, à présenter un peu comme je fais, mais peut-être plus succinctement, sur d'où tu parles par rapport à ces sujets. Ouais. Et bonjour à tous et à toutes. Donc pour me présenter vraiment brièvement, donc moi j'ai un parcours universitaire doctoral, puis ensuite j'ai travaillé dans l'éducation populaire. Et puis aujourd'hui, donc, je travaille dans l'accompagnement des recherches participatives, donc dans un dispositif institutionnel qui s'appelle donc la Boutique des Sciences. Si vous voulez en savoir plus, j'ai ramené mes petites plaquettes, qui se veut être une porte d'entrée d'expérimentation des recherches participatives. Donc je parle moi depuis celles et ceux qui accompagnent, qui sont donc ni acteurs, actrices de la société civile, ni chercheurs, chercheuses, mais qui sont intermédiateurs, intermédiatrices. Et donc pour nous, à la Boutique des Sciences, la recherche participative, parce qu'on nous avait demandé aussi de donner en une phrase la définition de ce que c'est pour nous que les recherches participatives, c'est avant tout faire s'interpénétrer les savoirs chauds et savoirs froids, donc tout ça avec des guillemets, académiques et de terrain, pour qu'ils se nourrissent, s'écoutent et s'entraident l'un l'autre et améliorent in fine la masse des connaissances de tous et toutes. Voilà. Donc peut-être en un mot aussi, qu'est-ce que c'est qu'une boutique des sciences pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Une boutique des sciences, ça part des demandes de la société civile, donc les associations, des associations nous adressent des questions, que nous on les aide à transformer en questions de recherche, et ensuite on fait travailler dessus
essentiellement dans un premier temps des étudiants de Master 2. Donc voilà, on fait des stages de 6 mois de M2, on fait des stages de recherche qu'on appelle nous de recherche participative. Donc on fait travailler ensemble l'association et apprentis chercheurs sur ces questions pour faire ensemble de la recherche participative. Et puis ensuite, ça donne parfois des projets de recherche plus conséquents, des tests-chiffres, des projets LR, etc. Donc c'est l'occasion d'expérimenter ensemble d'autres manières de faire de la recherche. Et je crois que tout de suite après, vous pourrez retrouver Hélène aussi en CLI 40, oui, de 11h à 12h30 sur une recherche participative impliquante dans et parfois avec 4 tiers. Et du coup, Florian, pour ta part, je te laisse présenter peut-être un peu l'IFMA et le rôle que joue l'IFMA par rapport à ces sujets. Merci d'avoir associé l'Institut français du monde associatif à cette table ronde. Notre mission, c'est de renforcer la connaissance du monde associatif et sur le monde associatif. Et depuis notre création en 2019, donc assez récente, on a mis en place 3 missions. La première, c'est de qualifier les besoins de connaissance du monde associatif. Donc, on a lancé une grande consultation initiale et puis auprès du monde associatif. Et puis après, on a ouvert 7 groupes de travail, acteurs, chercheurs, sur 7 thématiques. La gouvernance, l'histoire, les modèles socio-économiques, la création de valeur, la contribution des associations au territoire, à la transition socio-écologique, à la démocratie à l'échelon européen, et puis enfin les relations associations et générosité privée. Et pour chaque groupe de travail, on procède de la manière suivante. On commence par donner la parole aux acteurs et, pour qu'ils expriment leurs besoins, et puis ensuite leurs besoins de connaissances. Ensuite, on croise avec une revue littérature et enfin, on aboutit à identifier les angles morts de la connaissance. Donc c'est le point de départ de nos actions et finalement, c'est aussi notre mandat pour orienter de nouvelles recherches en réponse aux besoins. Autrement dit, c'est une façon de structurer une commande sociétale de la recherche à l'échelle du monde associatif. La deuxième mission, c'est de mobiliser la recherche, et en particulier la recherche participative, pour répondre aux besoins identifiés. Donc en 6 ans, on a lancé 6 programmes de connaissances, on a soutenu 41 nouvelles recherches pour près de 500 000 €, et chaque programme est financé par un fonds mutualisé que nous dotons en allant chercher des partenaires financiers. Et on a 2 critères de soutien. Le premier, c'est un critère de qualité scientifique. Donc on s'appuie sur une instruction scientifique en double aveugle par des chercheurs de notre comité scientifique et de notre réseau. Et puis on a aussi un critère stratégique, et c'est le critère final, c'est le CA de l'Institut qui arbitre sur la base de l'utilité estimée des projets pour le monde associatif. Et comme on considère que les acteurs eux-mêmes ont une grande légitimité à contribuer à la production de connaissances sur les associations, on a soutenu et accompagné 28 recherches participatives depuis notre existence. Donc, voilà, donc on n'est pas uniquement financeur de recherche, on est perçu comme tel, mais on participe également, voire on pilote des recherches participatives en consortium, et j'y reviendrai dans un instant. Et notre troisième mission, j'en termine là, c'est de diffuser la connaissance au plus grand nombre. Parce que les connaissances existantes aujourd'hui, elles sont peu accessibles aux associations. Et notre ambition, c'est de faciliter, d'accélérer l'appropriation des connaissances par le monde associatif. Donc ça passe par des partenariats éditoriaux, des publications, des conférences et également une activité en ligne que je vous incite à suivre sur notre site internet ou sur LinkedIn. Merci beaucoup. Et du coup, pour l'IFMA, il me semble que, mais peut-être un peu comme la BDS, je vous laisserai peut-être revenir dessus dans vos témoignages après, il y a cette position un peu d'intermédiaire, mais il y a aussi une position avec un pied beaucoup plus dans la recherche participative, parfois. Alors dans la recherche participative, mais nous ne sommes pas un acteur, nous ne nous identifions pas comme un acteur de la recherche. On est une association, je ne l'ai pas dit, on est une association de 1901. Et en revanche, même notre gouvernance, on a un comité scientifique, un conseil d'administration. Nos groupes de travail, c'est acteurs-chercheurs. On finance la recherche participative. Quand on organise des conférences, on fait dialoguer des acteurs et des chercheurs. Donc on se situe vraiment à l'interface entre les besoins de connaissances des associations et le monde de la recherche. Et pareil, moi je ne l'ai pas dit, mais par contre, nous, on est un service de l'université. Par contre, ça pose plein de questions et plein de problématiques sur lesquelles je reviendrai de faire partie de l'institution
Et on est un service de Lyon 2. Ouais. Ok. Et je crois que cette position dedans, dehors, c'est peut-être quelque chose que tu as pu expérimenter. Mais je te laisse te présenter comme tu l'entends. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florine Garlot et j'interviens dans une posture un peu particulière parce que j'expérimente la recherche-action depuis plusieurs années. Bon, je ne vais pas compter, mais en tout cas depuis plusieurs années. Soit en tant que salarié associatif, parce que j'ai d'abord été salarié du monde associatif, et suite justement à un premier trouble, à des premiers questionnements, je me suis inscrite en thèse pour mener une recherche-action avec des acteurs qui étaient concernés par des problèmes similaires. Donc pour être plus précise, dans le milieu de la solidarité internationale, des ONG de solidarité internationale, ce qui m'a amené donc à faire une thèse en sciences de l'information et de la communication. Et donc aujourd'hui, je suis enseignante-chercheuse contractuelle à l'université de Clermont et je continue à faire de la recherche-action donc, du côté de l'université. Mais juste avant ça, j'étais à moitié à l'université, à moitié salariée par des associations. Donc j'ai toujours eu, jusque-là, j'avais vraiment cette posture hybride, sans distinguer d'un côté les enseignants-chercheurs, de l'autre côté les associations. Et c'est ça qui me plaisait en fait, c'est de se dire on est aussi chercheurs, chercheuses engagés, impliqués dans une thématique de recherche, et on va se mettre ensemble, les gens concernés par ce problème, pour tenter d'investiguer et donc de pouvoir transformer la réalité qu'on est en train de vivre. Donc j'en viens à ma définition de la recherche-action, je parle plutôt de recherche-action moi, plutôt que de recherche participative. Donc là je vais dire recherche-action participative. Donc je m'appuie à la fois sur les principes un peu historiques de l'économie sociale et solidaire qui sont redéfinis notamment par Drapery et Desroches, donc où c'est une vision un peu idéale, mais où on se dit, en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale en l'occurrence, on va être en constante réflexivité et retravailler ces pratiques, parce qu'on est là aussi pour transformer la réalité. Et nos travails de réflexivité, de recherche vont favoriser la transformation de cette réalité. Et bien sûr, je dis bien sûr parce que je connais plusieurs personnes dans la salle et je rabâche tout le temps la même chose, et bien sûr John Dewey qui a une approche de l'enquête sociale, qui part de l'enquête sociale où les gens concernés par un problème vont donc enquêter, et en fait cette enquête c'est finalement une manière d'incarner la démocratie. Donc comment dans notre mode de vie, dans notre quotidien et même dans notre mode de vie de recherche et de chercheurs-chercheuses, on essaye d'incarner cette approche démocratique. Et donc aujourd'hui, il faut que je le précise, même si je le détaillerai tout à l'heure, j'ai présenté l'aboutissement de 2 ans et demi de recherche-action au sein d'un réseau qui est le réseau des cafés, cantines culturels associatifs. Donc je le présenterai un petit peu plus tout à l'heure. Et je vous montrerai que l'idéal normatif, démocratique, émancipateur en a pris un petit coup, mais justement comment la pratique et la théorie discutent, c'est un petit peu ce dont je vais vous parler juste après. Merci pour ce teasing. Et Rachel, même question, parce que toi je crois que tu es un peu tombée dedans sans le vouloir, en partant d'un enjeu très associatif pour nous. Oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Rachel Payan, je suis salariée au mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté. Et en effet, alors on est tombé dedans, on s'est dit par hasard en discutant en amont, mais pas tout à fait par hasard non plus. C'est-à-dire j'ai pour mission en fait, de développer, on devait partir sur un observatoire de la vie associative en Bourgogne-Franche-Comté. On a revu nos ambitions parce qu'on s'est aperçu que financièrement, comme en termes de compétences, ça demandait quand même des moyens. Et on est parti du coup sur le développement d'une mission d'observation à la vie associative. Donc on commençait à prendre en fait des contacts avec la recherche parce que pour le coup on n'en avait pas, et il y avait cette ambition au mouvement associatif de créer des passerelles avec le monde de la recherche en Bourgogne-Franche-Comté. Et en tâtonnant, on s'aperçoit que c'est pas évident quand on n'est pas dans ce monde-là d'arriver à prendre les bons contacts dans les universités qui sont sur le terrain. Les chercheurs qui sont dans l'université. Et du coup, on s'est dit, on va commencer par une enquête. On s'est appuyé sur une enquête avec Recherche et Solidarité parce qu'on voulait quand même que l'enquête soit accompagnée par des personnes qui connaissaient le mode de l'enquête.
Et de cette enquête, sur un sujet transversal à la vie associative, sur l'engagement et le renouvellement des dirigeants associatifs. Et de cette enquête, on a petit à petit, par le copil qu'on avait créé et par des contacts avec la CRES, on a petit à petit rebouclé avec des chercheurs qu'on avait rencontrés à un moment donné, qui se sont intéressés aux jeux de données qu'on a pu collecter à ce moment-là. Et on est rentré, en fait, c'est à un moment donné un chercheur qui me dit « Ah, mais là, on fait vraiment de la recherche. » Alors, il me parlait de Community Engage Research, si je ne me trompe pas, avec Guillaume Plaisance, donc, qui est vice-président recherche et solidarité et maître de conférences en sciences de gestion. Et on s'est retrouvés à plusieurs chercheurs, finalement, en sciences de gestion, en sciences de communication et d'information, à être accompagnés dans une analyse plus poussée de cette première enquête. Voilà, donc on est un peu tombé dedans. On ne s'est pas dit on va faire une recherche participative. On avait l'idée qu'à un moment donné on pourrait y arriver, mais on ne savait pas comment. Et finalement, c'est en commençant par ce petit bout d'enquête que on y est arrivé. Et justement, de cette expérience, en quoi est-ce que votre expérience, enfin ton expérience, parce que ça sera peut-être plus simple de parler de toi, illustre un peu les coopérations et ou les tensions. Tu as déjà parlé du fait que ça c'est pas forcément une tension, mais c'est en tout cas un frein, il me semble, à la coopération, c'est par où on commence. C'est ça. On avait pu en échanger notamment avec Marine Dory du mouvement Asso des Hauts-de-France, qui est un peu le mouvement associatif qui a ouvert la voie à la collaboration entre recherche et mouvement Asso. Et c'est vrai que chez vous, il n'y a pas de chaire ESS par exemple, il y a très peu d'intermédiaires et du coup c'était un premier frein. Est-ce que depuis dans la collaboration, il y a, peut-être que tu veux redétailler d'ailleurs ce point-là, ou peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont apparues? En effet, il n'y a pas de boutique de sciences, il n'y a pas de chaire ESS en Bourgogne-Franche-Comté. Alors maintenant, il y a deux universités, il y a l'université Bourgogne-Europe et l'université de Franche-Comté, Marie et Louis Pasteur, pardon. Il y a eu un truc. Et on avait pu avoir une entrée par la mission sciences avec et pour la société, mais qui était plus sur de la médiation scientifique, donc qui allait mettre en contact des chercheurs sur des associations qui recherchaient plutôt des intervenants sur des sujets qui portaient, mais il n'y avait pas de notion de recherche participative. On nous disait, sinon il faut venir avec le chercheur et le projet, quoi, et là on vous accompagne. Et donc notre problème, c'était de trouver ce contact, de trouver cette entrée en Bourgogne-Franche-Comté, parce que c'était savoir qui fait quoi finalement, et qui va être intéressé par ce qu'on fait aussi. donc c'est comme ça, voilà. Enfin, c'est en faisant que les choses ont pris forme, et on a pu commencer à être accompagné en termes méthodologiques, donc sur notre analyse. Et puis plus de réflexion de fond et sur la recherche participative en elle-même, sur le fait de faire de la recherche participative, sur les notions aussi de gouvernance. Enfin, voilà. Alors, c'est un thème qui est porté depuis longtemps, et ce qui est assez intéressant, c'est aussi de se rendre compte que en avançant avec les chercheurs, donc nous on était partis avec une enquête en se disant dans un an on a comme ça des bonnes pratiques, on va communiquer dessus, et puis en travaillant avec les chercheurs on s'aperçoit que c'est beaucoup plus long que ce qu'on imaginait, parce qu'il faut stabiliser les connaissances, il faut en plus, on a la chance d'être dans une coopération qui est assez remarquable dans le sens où les chercheurs qui sont avec nous, et tout le monde est bénévole, les parties prenantes sont toutes bénévoles. Nous on a réussi au départ à avoir un financement pour Recherche et Solidarité pour l'enquête, mais depuis, chacun avance parce qu'il y trouve aussi un intérêt. Et donc ce temps long, c'est de se dire, là, il y a un article, par exemple, qui a été déposé, mais il ne sera pas publié peut-être avant l'an prochain. Donc, et nous, on est plutôt dans l'idée de dire, les préconisations, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire aux associations sur le renouvellement des dirigeants? Donc c'est vrai qu'il y a un peu, des fois, cette frustration du temps qui est différent pour l'association où on veut passer à l'action, on veut aller concrètement sur le terrain, et la recherche qui prend du temps à produire une connaissance qui va être stabilisée en fait. Et l'autre point, c'est aussi, on a eu des points de difficulté aussi à un moment donné aussi sur la façon de discuter, d'échanger, par exemple en termes techniques, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé ensemble, par exemple l'analyse et l'interprétation, pas l'analyse mais l'interprétation des données, et c'était de comprendre ce que faisaient les chercheurs avec ce qu'ils appelaient les analyses factorielles par correspondance. Enfin, on est rentré dans les termes techniques des chercheurs, et donc là c'est arrivé à prendre le temps aussi de se comprendre
entre le COPIL, donc, qui était constitué de têtes de réseau, de collectivités, et puis le monde des chercheurs qui arrive avec sa méthodologie et son outillage. Donc il y a eu besoin de temps d'échange, pour chacun de se mettre à la portée de l'autre, quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Il me semble que j'avais autre chose à ajouter, mais ça ne me revient plus. Tu pourras y revenir. Voilà, je pourrais y revenir sans tout à problème. fait. Merci beaucoup. Mais oui, effectivement, enfin, un des freins et du coup, un des intérêts des structures ou des personnes qui ont une position un peu d'intermédiation, c'est de faire dialoguer des calendriers et puis des vocabulaires parfois très différents. Et pour revenir à ce sur quoi ça aboutit, c'est que ça a quand même permis de créer ces passerelles avec des chercheurs. On est en lien avec la Maison des sciences humaines et environnementales maintenant de Besançon. On va se diriger vers une journée association et recherche le 5 décembre. Et on a pu faire aussi dialoguer finalement des disciplines différentes avec, on allait voir aussi la sociologie à un moment donné avec des étudiants. Enfin, petit à petit, les choses se sont construites, qui fait qu'en commençant par cette entrée-là et en prenant des premiers contacts avec des chercheurs, on a des chercheurs de disciplines différentes qui se sont intéressés à nos données et du coup qui nous ont accompagnés sur cette production, sur cette réflexion, la problématique qu'on avait initialement. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'autre frustration, c'est que quand on commence à analyser et à interpréter, on se rend compte que plutôt que de trouver d'abord des réponses, on a finalement d'autres questions qui apparaissent et on se dit c'est sans fin et on a envie de savoir. Donc ce qui est chouette sur l'équipe qui travaille là-dessus, c'est que tout le monde est curieux et se questionne et a envie d'aller en avant. Mais c'est vrai que nous, au mouvement associatif, à un moment donné, il faut qu'on produise quelque chose, il faut qu'on montre quand même qu'il se passe des choses et qu'on peut amener aussi peut-être des recommandations, même si voilà, il y a déjà aussi beaucoup de production sur le sujet sur lequel En tout cas, moi, il me semble que votre enquête, elle permet quand même d'aller un cran plus loin par rapport à ce qu'on se dit d'habitude, ne serait-ce que parce qu'il y a des questions qui n'avaient pas été posées, en tout cas pas à cette échelle-là, quoi. Pas avec un échantillon aussi large. Ouais. Et pour moi, elle permet au moins, et c'est déjà beaucoup, de confirmer des choses que le tissu associatif sent plus. Et oui, effectivement, l'appropriation des connaissances, à un moment, il faut qu'elle se fasse aussi, il me semble, et l'aller-retour vers le terrain, je sais pas à quel moment c'est le plus ou moins opportun. Je me rappelle une personne qui rapportait cette anecdote justement à Clermont, avec le matin une réunion, l'après-midi les associations qui s'en étaient saisies pour commencer à appliquer les premières pistes de préco. Et les chercheurs qui étaient là genre « Quoi ? Non !» Et en fait ça s'était très bien passé, voilà, ils s'étaient adaptés et c'était une nouveauté pour eux à ce moment-là. Et puis en fait, ils ont fait de la recherche autrement et c'était pas moins scientifique et pas moins probant, mais c'était différent. Merci beaucoup. Florine, je sais pas si dans ton expérience, notamment au RECA, c'est peut-être un petit peu plus de hauteur du coup par rapport à l'expérience de Rachel, puisque le RECA était un réseau et tu avais des contacts avec plusieurs associations. Oui, je vais peut-être présenter 2 minutes le RECA. Donc le RECA, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le réseau des cafés-cantines culturels associatifs. Et en fait, c'est une association de cafés-cantines, c'est une association d'autres associations. Donc, sont membres du RECA, du réseau des cafés-cantines culturels associatifs. Maintenant, je dirais RECA, c'est bon. D'autres, plein de cafés culturels cantines associatifs, 150, on va dire en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 200 et sur tout le territoire métropolitain. Il y a aussi des partenariats outre-mer. Dans d'autres pays, en Tunisie par exemple. Donc un réseau qui est quand même assez large et effectivement ça change un peu la donne. Parce que, un autre élément de contexte, la recherche-action, elle est à la fois culturellement ancrée au sein de ce réseau, parce qu'un des réseaux jumeaux, c'est le réseau des CREFAD, qui est également un réseau d'éducation populaire qui, depuis ses origines, est impliqué dans les questions de recherche-action, notamment par le portage d'un diplôme, qui est le diplôme des hautes études dans les pratiques sociales, où en fait on invite des personnes qui ont une pratique professionnelle à se mettre en recherche-action sur leurs propres pratiques. Donc voilà, ça pour dire, c'est du détail, mais tout ça pour vous dire que la culture
est censée être, la culture de la recherche-action est censée être inscrite au sein du réseau, donc de l'association d'associations. Mais en fait, il y a un décalage important entre le réseau, l'association d'associations et toutes les associations qui sont membres. Donc au départ, c'était bien le réseau qui voulait mener des recherches-actions, qui avait repéré plein de thématiques. Donc pour vous donner des exemples, les thématiques qui ont été repérées, ce sont les questions de mixité sociale, les questions de transition écologique au sein des cafés-cantines, la question de la maltraitance associative par les institutions notamment, et puis les raisons des échecs et des fermetures des cafés. Sauf que ça, donc effectivement, c'est ce qui ressortait au sein du réseau, mais c'est ce qui a été, on va dire, traduit par l'association qui pilotait. Et donc, je dis ça parce que, en fait, il y avait 2 niveaux de recherche-action. Donc, un niveau qui était assez fluide, qui était le niveau du réseau, qui était partant pour faire de la recherche-action. Et puis, tous les cafés, au sein desquels, en fait, la culture de la recherche-action n'était pas du tout inscrite. Enfin, elle l'a été au départ, au tout début du réseau, parce que le réseau a été créé il y a plus de 25 ans. 27 ans, pour être tout à fait précise. Donc au départ, les lieux qui se créaient avaient cette approche de la recherche-action, mais comme vous le savez, dans les associations, ça tourne beaucoup aussi en termes de salariat, de bénévoles, et cette culture c'est un peu perdu. Et donc ça, c'est pareil, en arrivant, moi, dans le cadre d'un poste FONJEP Recherche, il faut que je le précise aussi, donc Fonds Jeunesse Éducation Populaire, qui a tenu de 2021 pour nous à 2023. Ça veut dire que le réseau était financé en partie à hauteur de 14 000 € par an pour recruter quelqu'un qui facilite la recherche au sein du réseau. Moi, je suis arrivée, donc c'était moi, la titulaire du poste, je suis arrivée en me disant c'est bon, ça va être super, parce qu'il y a déjà cette culture de la recherche-action, et moi, je l'avais beaucoup travaillé auparavant dans ma thèse. C'était quoi la recherche-action pour moi? Je vous ai donné la définition tout à l'heure. Donc je me suis dit, voilà, ça va être un terrain d'expérimentation formidable. Sauf que, en fait, voilà, les cafés n'avaient pas cette culture-là et n'étaient pas prêts à mener l'enquête collectivement comme je l'aspirais. Mais par contre, avaient le désir de le faire, avaient le désir qu'il y ait des savoirs qui soient créés autour des pratiques, pour favoriser la transmission, pour plein de raisons. Mais voilà, il y avait cette envie, mais pas forcément le temps de mettre la main à la pâte. Voilà, c'est juste quelques éléments de contexte. Je te laisse reprendre la manœuvre. Je ne sais pas s'il y avait des points de chatouillement, de tension que tu voulais peut-être aborder. Enfin, est-ce que par exemple le cadre de financement ça a été un sujet? Est-ce que le cadre de coopération, le fait d'avoir un groupe de travail suivi aussi? Parce que il me semblait que ça faisait partie des sujets, à savoir que tu créais des espaces de dialogue et de mise en recherche, mais les personnes qui venaient n'étaient pas toujours les mêmes, parce que tu l'as dit, effectivement, le turnover, etc. Tout à fait. Et c'est plus difficile dans la durée, quoi. Une des missions du réseau des cafés, c'est de favoriser la coopération, le partage d'expériences entre les différents lieux. Et pour ça, il y a des rencontres nationales qui sont organisées régulièrement. Et pendant ces rencontres nationales, c'était l'occasion justement de former à la recherche-action, de construire des ateliers pour les participants. Mais sauf que d'une rencontre à l'autre, c'était jamais les mêmes personnes. Parce que dans les cafés associatifs et les cantines, il y a souvent il y a des salariés, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui gravitent autour. Et l'idée, c'est de faire profiter tout le monde. Donc ça, c'est super. Mais construire, former à la recherche-action, essayer d'approfondir les choses alors que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont présentes, oui, ça a créé de la difficulté. L'autre élément de difficulté, c'était que quand il y avait ces rencontres nationales qui étaient organisées, tout le monde avait envie de coopérer, de faire ensemble. Il y avait plein de thématiques qui étaient communes. Mais ensuite, chacun rentre dans ses pénates et on se retrouve dans des situations où les personnes n'ont plus le temps, n'ont plus la disponibilité, ce n'est plus la priorité. Je vous ai donné la période de cette recherche-action 2021-2023.
donc plusieurs confinements, une catastrophe sanitaire, des préoccupations du quotidien. Est-ce que nous, on reste ouvert? Qu'est-ce qu'on fait avec le pass sanitaire? À quoi on résiste? Comment on s'organise? Donc il y a eu aussi, alors que la coopération aurait pu être très utile dans ce genre de circonstances, mais il y a eu quand même ce repli sur ces problématiques très personnelles, et la coopération entre les lieux n'a pas été très importante. Et ça, c'est aussi parce que justement, pour pouvoir faire de la recherche-action ensemble, la recherche-action va créer de la coopération parce qu'on enquête ensemble, mais il y a quand même des conditions favorables à ça. C'est-à-dire que si auparavant, les lieux n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, et c'est déjà très compliqué de coopérer au sein d'un même lieu. Quand on a fait l'étude sur les facteurs d'échec et de fermeture, on s'est rendu compte que un des facteurs importants, c'était le départ des fondateurs. Parce que la transmission s'est pas faite. On est dedans, on est dans le quotidien. À un moment donné, les personnes qui sont à la source du projet, même si on se veut dans l'horizontalité, il y a quand même des gens qui sont moteurs dans ces dynamiques-là. À un moment donné, quand elles partent, elles pensent avoir fait le nécessaire pour transmettre, parce qu'elles ont essayé de partager leurs décisions, de discuter avec les gens, mais il n'y avait rien de factuel, en fait. Il y avait plein de petites choses, de savoir invisible, en fait, qui étaient pourtant nécessaires à la pérennité des lieux, qui n'ont pas été formalisés. Et donc, il y a eu des situations de fermeture. Donc voilà, on a besoin... Donc coopérer au sein d'un réseau national, alors qu'au sein des lieux, on a des grosses difficultés. Je pense que pas mal de personnes ici sont dans des structures, des associations. On voit bien qu'on a aussi de la difficulté à coopérer dans nos petits lieux. Ça, c'est un autre frein. Après, il y en avait d'autres. L'éloignement géographique, l'instabilité des collectifs au sein des lieux, ça, je vous l'ai dit. Et puis oui, un autre élément qui est ma propre posture de recherche-action, que je vous l'ai dit, ce côté un peu idéal, avec une recherche-action vraiment très démocratique, très émancipatrice, c'est ce que j'avais travaillé pendant ma thèse, avec justement, en ayant à l'esprit de me dire, il faut que les moyens qu'on va mettre en place, ils correspondent aux finalités. Donc si on veut des finalités hyper démocratiques, il faut que nos moyens soient hyper démocratiques. Sauf que j'ai raté, entre guillemets, une étape, parce que comme cette culture de la recherche-action, elle n'était pas du tout partagée, les gens, ils avaient besoin d'être formés. Et donc, je devais me mettre dans une posture de formatrice, accompagnatrice, ce que je ne voulais absolument pas. Et j'ai mis du temps à bouger, en fait. Et du coup, c'est aussi de la réflexivité personnelle sur avoir de la souplesse, certes, essayer d'avoir une posture éthique, mais la retravailler, quoi, en fait. Reproduire un schéma de domination sur les sachants versus les profanes. Et il me semble que d'ailleurs, dans l'enquête, je reviens un peu en arrière sur la passation d'informations, notamment au départ des fondateurs et fondatrices, ça fait partie aussi des sujets qui étaient ressortis dans votre enquête. Merci beaucoup. Flore de Lyon. Il me semble que ton expérience, elle est traversée par le projet Aster, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet et sur les conditions de coopération que ça a pu... les réflexions sur les coopérations en recherche participative que ça a pu générer. Oui, merci pour la question. L'Institut a monté donc ce projet qui s'appelle Aster, Relations, Associations et Territoires vers un changement de paradigme, qui est un projet bâti en consortium et soutenu par l'ANR dans le cadre du programme Sciences Avec qui est pour la société recherche participative. Et j'ai voulu témoigner à travers ce projet parce que, je le disais, on est plus identifié en tant que financeur de la recherche, en particulier dans le RIUSS, et on soutient de la recherche. Mais c'est une partie de notre activité et la valeur créée par l'Institut, elle est bien plus large. On a rassemblé dans ce consortium des chercheurs de différentes disciplines, donc Bernard Pecker, Laurent Fraisse, Emmanuel Biotto, Josiane Stesselritz,
Maurice Blanc, Sarah Lidrissi, Luciana Ribeiro. Et on a aussi mobilisé des collectivités, donc département de Seine-Saint-Denis, on est sur 3 terrains, ville, métropole de Mulhouse, et puis l'État pour les contrats de ville à Mulhouse, et puis un 3e territoire rural à côté d'Angers, Brissac-Loire, Aubance. Et on a mobilisé aussi des associations, mouvements associatifs, en Alsace, Occitanie, le RNMA et puis Famille Rurale. Et l'objectif, c'est de travailler à de nouvelles modalités pour coproduire de la connaissance sur la contribution des associations au territoire, comment les associations contribuent à la fabrique des territoires. C'est un projet pour nous qui est emblématique des enjeux de recherche participative parce que il semble qu'il illustre un peu cinq ingrédients qu'on considère un peu comme clés ou comme levier dans un projet de recherche participative. Le premier ingrédient, c'est de partir de l'analyse des besoins. Donc nous, on est parti de l'identification des besoins de connaissances sur la contribution des associations au territoire. On avait conduit il y a quelques années un premier groupe de travail où les associations avaient exprimé leurs besoins de connaissances en dialogue avec des chercheurs. Et à travers ce projet, et toujours en dialogue avec des chercheurs, on a voulu identifier quels étaient les besoins de connaissances des acteurs publics territoriaux sur le même sujet, et ensuite confronter les besoins qui sont exprimés tant du côté des associations que du côté des acteurs publics. Et avec un besoin commun qui a été identifié là, sur lequel on travaille, qui est de dépasser la perception des territoires comme de simples supports politico-administratifs, autrement dit des territoires de financement, pour comprendre ce que seraient des territoires associatifs, des territoires co-construits avec et par les associations. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la coordination des attentes de chacun au sein du projet, au sein du consortium. Il y a des intentions différentes selon qu'on est un acteur associatif, un acteur public, un chercheur. Et nous, on a eu besoin d'une année de travail et d'échange pour bâtir l'architecture du projet. Donc la question du temps, elle est extrêmement importante. Et à partir des attentes de chaque membre du consortium. C'est long, c'est nécessaire, mais pour illustrer, la Seine-Saint-Denis est venue avec l'envie d'améliorer son dispositif de connaissances scientifiques, les associations de son territoire. La métropole de Mulhouse est venue avec l'envie d'améliorer son dispositif d'évaluation des contrats de ville. Le RNMA avait porté une réflexion pour renforcer les indicateurs de territorialité dans ces OLVA, ces observateurs locaux de la vie associative. Et puis, telle autre association est venue en disant on aimerait muscler encore notre plaidoyer sur l'apport de notre ancrage territorial à la valeur sociale qu'on crée et donc renforcer quelque part aussi à la fois notre vision stratégique mais notre capacité d'évaluation. Le troisième ingrédient, c'est l'ingénierie financière. Évidemment, il y a une ingénierie de projet, puisque c'est 3 terrains, c'est une vingtaine d'acteurs, donc ça fait du monde à coordonner. Mais c'est aussi une ingénierie financière à apporter pour financer tant les frais de recherche, de déplacement, que le temps des acteurs. Et ça, c'est vraiment la question des modèles économiques de la recherche participative. C'est un enjeu qui est aussi un enjeu culturel, parce que on parlait beaucoup avec nos collègues du monde académique. Les frais pour un projet de recherche, ça peut être des contractuels, mais c'est beaucoup aussi des déplacements, etc. Quand on s'engage en tant qu'acteur associatif, voilà, on n'est pas fonctionnaire, donc il n'y a pas de salaire qui vient d'emblée, donc ça veut dire que c'est payer du temps. Et parfois, c'est une découverte culturelle de part et d'autre, donc il faut quand même se le dire. Et donc, nous, côté de l'ANR, on a mobilisé la ligne études d'expérimentation du FDVA, qui a été réactivée l'année dernière. Je n'ai pas sûr qu'elle soit réactivée, mais voilà. Des partenaires de l'Institut, comme le FONGEP, l'Institut Caisse des dépôts et consignations, mais aussi donc, les partenaires locaux, donc le département de Seine-Saint-Denis, Ville, Métropole de Mulhouse et l'ANCT. Et en fait, dans cette ingénierie de financement, pour nous, il y avait l'idée de mobiliser différents types de financeurs qui, chacun, est intéressé par un des aspects du projet. Donc, il y a vraiment faire assemblier autour aussi, aller chercher des intentions différentes des financeurs. Donc, certains étaient intéressés par l'amorçage,
D'autres vont financer la recherche en tant que telle, par exemple l'ANR est sur la dimension recherche participative. D'autres, la recherche, c'est pas du tout leur sujet, mais ils vont être plutôt en attente des livrables, des résultats, qu'est-ce que ça va apporter pour le territoire, pour les associations, pour les acteurs publics. Et puis d'autres vont financer la production d'une connaissance utile pour les associations, c'est le FDVA. Donc voilà, il faut faire assembler avec tout ça également. Le quatrième ingrédient, c'est de penser, on l'a dit déjà, mais de penser dès le départ l'appropriation de la connaissance par les acteurs. Nous, on a voulu penser à un dispositif de diffusion, d'appropriation de la connaissance qui aille jusqu'aux acteurs associatifs et aux acteurs publics territoriaux. Et ça, c'était un enjeu pour nous parce que l'Institut s'est créé d'abord en réponse aux besoins des associations, même si on est le monde associatif et que dans le monde associatif, on parle des partenaires des associations. Et donc là, à travers cette recherche, on s'articule aussi davantage avec les partenaires publics et notamment les acteurs publics territoriaux. Donc en complément des publications scientifiques, on prévoit des publications entre guillemets grand public, des événements accessibles aux acteurs associatifs et aux acteurs publics. Et on pense aussi formation, et donc on a associé au projet le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, qui mène des dispositifs de formation et sensibilisation des fonctionnaires territoriaux sur ces enjeux-là. Donc il y a toute une démarche vie associative et démocratie participative. Donc on travaille avec eux là-dessus. Et puis le dernier ingrédient, c'est de mobiliser un dispositif tiers d'accompagnement. Donc on travaille avec Élise Levinson en tiers-veillance. Et elle a un rôle miroir pour veiller à la qualité de la participation de chacun dans la coproduction de la connaissance, avec une méthode particulière qu'elle emploie, qui est de mobiliser des ateliers d'écriture créative qui permettent parfois de dépasser des barrières de langage entre acteurs associatifs, acteurs publics et chercheurs. Ça, c'est pour les ingrédients. Après, peut-être en dézoomant, je regarde un peu les apports, et puis j'embarque aussi, nous, ce qu'on a pu observer dans l'accompagnement de la trentaine de recherches participatives qu'on a financées et soutenues, accompagnées. Le premier rapport, moi, il me semble, c'est de cadrer et légitimer des savoirs des acteurs. Enfin, je parlais de l'apport pour les acteurs. Le monde associatif, c'est un lieu de production de connaissances. Statutairement, une association, c'est la mise en commun de moyens et de connaissances. À l'échelle des territoires, par exemple, un projet d'association, c'est un diagnostic des besoins des habitants, donc ça produit de la connaissance. Et pour autant, les associations, elles ne sont pas forcément toujours conscientes de leur savoir expérientiel, et puis elles sont rarement outillées pour capitaliser sur cette connaissance. Et du coup, moi, il me semble que c'est à cet endroit précisément que la recherche elle a un apport précieux, parce que pas comme un apport de connaissances extérieures au savoir des associations, mais plutôt comme un cadre, et même un cadrage théorique qui permet de partir de ces savoirs et à partir de là de produire de nouvelles connaissances. Le second apport que je vois, tu l'as dit, Pauline, la dimension transformatrice. Après, moi, je ne suis pas certain que les associations, quand elles s'engagent dans une recherche participative, elles aillent d'abord chercher un effet transformatrice pour elles. Moi, je vois beaucoup en fait d'envie d'aller chercher un livrable, des résultats, avec finalement des attentes assez instrumentales. Et une fois qu'on s'engage dans la recherche, alors là, l'apport de réflexivité, le processus de coproduction de connaissances, ça amène de nouvelles compétences, de nouvelles visions, ça fait changer de regard, ça fait de l'interconnaissance aussi au sein d'un écosystème qui est engagé. Et finalement, moi je trouve que l'apport de la recherche, il est autant là, comment on sort d'une recherche grandit de nouvelles compétences et de nouvelles visions. Et je pense même que pour le monde associatif, il y a un enjeu managérial à penser la recherche participative, parce que ça permet aussi, on sait, de déployer du pouvoir d'agir, y compris au sein d'une organisation pour les bénévoles, les salariés, etc. Donc, et ça, c'est pas forcément l'angle qui est le plus mis en avant quand on fait la promotion de la recherche participative. Après, pour terminer, moi, il y a deux tensions. J'ai commencé à évoquer la question de la temporalité, le temps de maturation de la demande de recherche,
la maturation collective au carrefour d'acteurs avec des agendas différents. Donc ce temps est très long, il peut être décourageant, ça faut se le dire. Et puis ça peut aussi entrer en tension avec les contraintes des organisations. Et du coup, pour moi, ça pose deux enjeux pour les associations. La première, c'est, et si je reviens à l'exemple d'Aster, c'est d'engager les gouvernances de l'ensemble des acteurs impliqués. Donc là, c'était les gouvernances des associations, mais aussi les élus des différentes collectivités. Parce que s'il n'y a pas la volonté stratégique et politique, alors la démarche, elle va être hyper fragile. Et puis le temps, c'est de dégager du coup, des moyens humains, des moyens salariés pour porter le travail. Nous, sur Aster, il y a deux gros morceaux en temps. C'est le temps de coordination des acteurs du projet et puis des partenaires. Donc là, c'est chez moi. Et puis le temps de coordination scientifique des 3 terrains, des approches quantique-ALI. Et là, grâce au financement ANR, on a pu créer un poste d'ingénieur de recherche, et c'est Laurent Fraisse qui occupe cette fonction de coordination pour l'Institut, et tout ça en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace, qui est le coporteur académique du projet. Et puis la dernière tension, c'est, j'ai un peu abordé la question du langage et des priorités différentes. Donc j'ai dit le rôle de notre tiers veilleuse avec ces ateliers d'écriture créative qui permettent, c'est très chouette de faire émerger par des biais sensibles, émotionnels, les enjeux de chaque acteur. Donc, ça, c'était une voie de dépassement intéressante. Et puis, des tensions, il y en a. Enfin, c'est la vie. Donc, et nous, on en fait un objet d'étude dans le projet. Donc, on a embarqué un axe évaluatif en recherche participative. Et donc, les points de tension sont documentés comme des points d'analyse de ce que ça fait de coproduire de la connaissance entre des acteurs associatifs, des acteurs publics et des chercheurs, et ce que ça rencontre aussi comme frein. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, effectivement, j'aurais tellement d'éléments sur lesquels rebondir, et malheureusement le temps nous est compté. Mais ça fera des bonnes discussions, je l'espère, aussi pour les personnes dans la salle. Déjà sur le temps de questions-réponses que je ne vous ai pas annoncé au début, et qu'il y aura. Et ensuite, peut-être à la machine à reflet, ou pourquoi pas à l'atelier aussi. C'est peut-être, je ne sais pas si Laurent, du coup, Fraisse présente Aster. J'ai vu que demain, de 9 à 10h30, il y avait PTCE et coopération territoriale. C'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bonjour Laurent Fraisse. Il n'est pas tout seul. Mais du coup, sur ce sujet de territorialisation et d'ajouter la brique collectivité dans un truc où certaines associations viennent chercher de la légitimation de leur action. Bref, il y aurait beaucoup à dire, je pense, sur l'instrumentalisation. Qu'est-ce qu'on en attend de la recherche? Est-ce que c'est vraiment le bon moyen de le faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas le rôle des réseaux associatifs en termes de capitalisation et de plaidoyer qui seraient à activer à certains moments en complémentarité pour éviter que ça s'empiète l'un sur l'autre. Que de débat. À moi toute seule. Hélène, en termes de position, tu le disais dans ta présentation, c'est vrai que la boutique des sciences, c'est de l'intermédiation au sein de l'université. Qu'est-ce que ça présente comme particularité peut-être par rapport aux positions des personnes qui sont intervenues avant toi? Ouais, j'ai super aussi envie de rebondir sur ce que tout le monde vient de dire. Je vais essayer de le faire un peu brièvement, et puis en effet de parler aussi de mon point de vue, du coup, de ce que ça produit, essayer de faire de la recherche participative au sein d'une institution de recherche, de ce que ça produit. Du coup, moi, ce que je peux apporter par rapport aux collègues, et je rejoins globalement plein de choses aussi qui ont été dites, et ce qu'on constate complètement à la boutique des sciences, à la fois côté acteur et côté chercheur, c'est que nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de gros enjeux aussi d'institutionnalisation en ce moment de la recherche participative. Notamment, nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'à Lyon 2, par exemple, il y a quand même une vraie volonté politique par rapport à d'autres universités, notamment parce qu'à Lyon 2, il y a une direction dédiée, qui est la direction sciences-société, ce qui n'existe pas dans d'autres universités. Souvent, la culture scientifique, elle est rattachée à d'autres directions, la direction de la recherche, la direction de la culture ou de la vie étudiante.
Donc ce qui est spécifique, ce qui est assez spécifique à Lyon 2, c'est qu'on a une direction dédiée et donc on a un pôle recherche participative. Et il y a une montée en légitimité actuellement, avec notamment, du coup, depuis quelques années, le ministère qui a développé un label SAPS, donc le label Science avec et pour la société, qui a été alloué à plusieurs universités. Donc on a eu notamment à Lyon 2 pour le site Lyon-Saint-Étienne. Mais du coup, cet enjeu, il porte aussi un danger, toute institutionnalisation de normativité, notamment qu'on constate, nous, de normalisation, par exemple, des pratiques de recherche participative. Notamment, nous qui sommes la boutique des sciences, maintenant quasiment la plus ancienne en France. Les boutiques des sciences, il y en a plein, il y en a plusieurs en France et dans le monde. Il y a un gros réseau international des boutiques des sciences, des science shops. Et on se rend compte en fait que, à force de parler de notre pratique, d'être sollicité pour expliquer notre pratique, etc., il y a une forme de normalisation, de normatisation comme ça des pratiques. Et ça nous interroge en fait en tant que praticienne aussi. Malgré tout, cette institutionnalisation, elle fait aussi bouger les lignes quand même en interne. Enfin, on a l'impression quand même, on a accompagné quand même aujourd'hui, depuis 12 ans qu'on existe, presque 150 projets émergents, du coup, sur le territoire quand même Rhône-Alpes. Je dis pas Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'en Auvergne, y a d'autres acteurs. Et que nous, on va pas jusque là-bas. Plus d'une centaine de projets émergents, 4 projets plus consolidés, donc ANR. On fait 3 formations master en asso par an, une formation doctorale qu'on a initiée cette année. Il y a de plus en plus d'enseignants-chercheurs qui font appel à nous, donc ça c'est un gros marqueur pour nous. Parce que du coup les enseignants ils commencent à venir nous solliciter d'eux-mêmes, donc ça pour nous c'est un gros marqueur aussi de légitimation en interne. Pour la tiers-veillance par exemple, donc, qui est ce rôle d'accompagnement des recherches, on a une visibilité qui nous semble accrue aussi auprès des associations. On a eu par exemple au cours de notre appel à manifestation d'intérêt annuel, donc 49 demandes cette année, c'était une vingtaine il y a quelques années. Donc c'est quand même pas mal. On reste toujours à 10 projets accompagnés par an parce qu'on est à moyen constant. Mais on a quand même de plus en plus de demandes par an. Donc ça veut dire que dans le monde associatif, on est quand même de plus en plus visible et qu'il y a une vraie demande. Donc ça c'est un constat, mais c'est aussi quand même assez lent et il y a des résistances. Donc notamment, les résistances, elles sont, par exemple, donc, du point de vue de l'institution. Par exemple, les résistances, elles vont être juste d'un point de vue formel, administratif. Par exemple, nos projets, c'est toujours faire entrer des projets triangulaires dans des cases carrées. Clairement, la recherche participative aujourd'hui, même si c'est un peu le vent en poupe, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus d'appels à projets qui demandent, qui sont faits pour la recherche participative. Ça reste hyper compliqué en interne de faire de la recherche participative. Et même des appels à projets faits pour, en fait, c'est mal fait. C'est compliqué pour les assos de les faire rentrer dedans. C'est compliqué. Et même, pour être tiers-veilleur, en fait, récupérer les sous, pour une université, récupérer l'argent, faire de la prestation, etc. C'est compliqué, le public sait pas faire, c'est vraiment compliqué. Du point de vue des enseignants-chercheurs aussi, on travaille en fait un peu tout le temps avec les mêmes qui sont intéressés par ça, et en fait ça reste compliqué. La place d'un acteur tiers, qui est ni vraiment chercheur, ni vraiment extérieur, qui se permet en fait de proposer des éléments un peu méthodologiques, de donner son avis sur la façon de faire la recherche différemment, de mettre un peu ses pattes, son regard sur la façon de mener le travail des étudiants en l'occurrence, parce que nous on travaille beaucoup avec les étudiants, parfois ça fait des frottements. Il y a une incompréhension parfois de notre rôle, du montage qui est perçu comme très complexe de nos projets, alors que nous on a l'impression d'être là pour simplifier la vie, mais bon, parfois c'est perçu comme simplifiant, mais parfois pas du tout. Notre rôle d'intermédiaire, il est tantôt salué, tantôt souligné comme superflu, voire
carrément qui alourdit le lien en fait entre les parties prenantes. Donc voilà, parfois c'est compliqué. Voilà. Du point de vue des associations, pareil, il y a des frottements. Souvent, on fait face à une frustration parce que les associations, elles pensent qu'elles vont accéder directement aux enseignants-chercheurs en faisant appel à nous. Donc du coup, elles sont parfois déçues parce qu'elles se rendent compte, pourtant on leur dit dès le départ, en fait nous on est un dispositif porte d'entrée vers la recherche participative, donc vous allez d'abord travailler avec des étudiants, des Master 2 qui sont des apprentis chercheurs, qui sont encadrés par des chercheurs, et puis ensuite, donc voilà, vous allez échanger avec leurs encadrants qui sont chercheurs, et puis ensuite peut-être on va développer un projet de recherche en année 2 ou 3, ou voilà. Mais souvent, en fait, ils sont frustrés parce que l'échange avec l'encadrant, l'encadrante, parfois il se fait quand même, mais parfois l'encadrant, l'encadrante, il reste super loin, quoi. Donc dans les réunions et tout ça qu'on fait quand même avec eux, voilà, ils restent hyper distants et voilà, le mariage, la mayonnaise prend pas trop et du coup là, les assos, elles sont hyper frustrées. Donc du coup, pour nous, c'est compliqué parce que y a cette frustration du dialogue direct avec eux qui se fait pas. Et en fait, pour nous, c'est compliqué parce que c'est compliqué de faire matcher vraiment bien avec les thèmes des enseignants-chercheurs, avec leurs agendas, alors avec leurs agendas tout court, mais avec leurs agendas aussi de recherche. Parce qu'en fait, c'est compliqué de faire correspondre vraiment les BDS, on part des demandes des assos. Mais les demandes, les thématiques qu'elles font émerger les assos, c'est compliqué de trouver un chercheur qui est en train de travailler pile sur ce thème-là en ce moment, qui a envie de travailler pile sur ce thème-là, pile cette année-là, etc., quoi. Et puis, voilà, de trouver aussi l'intérêt d'un chercheur pour ce thème-là, et puis pour une collaboration avec une asso, et qui a envie de faire ça de manière participative avec l'asso, en passant par un étudiant, etc. Et encore une fois, les enjeux de temporalité, etc. Donc voilà, parfois ça marche, on a toujours au moins un projet par an qui matche particulièrement. Voilà, on a parfois des projets qui viennent des thèses, etc. Où la mayonnaise prend. Mais voilà, ça reste des cas relativement rares. Donc les assos, forcément, elles sont frustrées quand ça tombe pas sur elles, quoi. Voilà, donc c'est cette frustration-là. Donc voilà, il y a aussi la frustration des assos quand la recherche, parfois, elle aide seulement à capitaliser. Parce qu'en effet, c'est super que la recherche, elle aide à capitaliser un savoir qu'on avait déjà en interne. Mais souvent, les assos, elles viennent avec des étoiles dans les yeux, genre, le chercheur, il va m'apprendre des choses nouvelles, extraordinaires que je ne savais pas. Sauf qu'en fait, souvent, le chercheur, il arrive, d'autant plus quand c'est un étudiant de M2, en fait, il va juste aider l'asso à mettre des mots sur des choses qu'elle avait déjà, dont elle avait déjà l'intuition. Et c'est déjà super, et en effet, c'est déjà un chemin qui est génial, en fait. Mais des fois, l'asso, elle est un peu déçue, quoi. Donc nous, en fait, on est vraiment hyper important pour gérer ça, et gérer cet atterrissage-là, quoi. Voilà, et ça rejoint aussi ce que Rachel disait sur, c'est aussi rappeler d'un côté aux assos que, oui, des fois, la réponse que ça va être juste de trouver des nouvelles questions, et c'est pas grave, en fait, c'est ça aussi la recherche. Mais c'est aussi rappeler aux chercheurs que les assos, des fois, leur dire que la recherche, c'est tout le temps que des nouvelles questions, au bout d'un moment, bon, voilà. Ok, mais des fois, les assos aussi, bon, voilà, il y en a qui sont vraiment, en fait, en train de... Enfin, voilà, il y a des assos qui meurent tous les jours, il y a des assos qui sont vraiment dans de la gestion de personnes... en situation de grande précarité. Enfin voilà, je sais pas, il y a des gens quand même qui travaillent dans des choses extrêmement dans de la gestion de grande urgence, et parfois c'est aussi rappeler que qu'il faut aussi produire des choses qui soient un tant soit peu mobilisables, quoi, par les assos. Donc c'est aussi gérer cette négociation un peu entre les deux. Voilà. Un autre grand frein qu'on a, nous, c'est qu'on est perçu essentiellement comme un dispositif pédagogique, parce que la majorité de nos projets, ils sont, comme je l'ai dit, des projets dits émergents qu'on fait avec des étudiants de master.
mais on travaille de plus en plus avec des doctorants et des chercheurs dits confirmés. Donc, comme le projet que je vais présenter tout à l'heure à 11h30, qui est un projet que j'ai accompagné donc, comme tiers veilleuse avec le labo ECP et le CREFAD, voilà, que je développerai un peu tout à l'heure. Voilà, donc de plus en plus, on commence quand même à être perçu comme un accompagnateur de recherche confirmé, on va dire, mais on reste voilà, dans la tête quand même des chercheurs et de l'université en général pour l'instant cantonné à un dispositif pédagogique. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel on est en train d'essayer de travailler aussi. Même si ça nous va aussi, voilà, et on est très content d'être en lien avec les formations, et c'est important pour nous aussi d'être là pour ça. Et puis c'est complémentaire pour moi. Enfin, oui, voilà, c'est complémentaire aussi, et pour nous, c'est aussi notre rôle, et on s'est aussi placé là, et les boutiques des sciences, de manière générale, se placent aussi là, dans cette sorte de lieu où en fait c'est vrai que l'outil stage de master il permet aussi d'amorcer, parce qu'on fait ce choix aussi de travailler avec des assos qui sont éloignés du monde de la recherche, sinon c'est trop facile. Voilà, et du coup c'est vrai que ce fait de travailler avec des étudiants de master, ça permet un peu d'avoir voilà, déjà cette temporalité de stage de 6 mois, qui est très court d'un point de vue de la recherche, mais qui en fait pour une asso qui n'a jamais fait ça, et déjà, c'est déjà super long. Enfin, en fait, entre le temps où elle nous sollicite et le temps où elle a le résultat, il y a 1 an et demi qui se produit. Entre voilà, le dépôt de l'AMI, la rédaction de l'offre de stage, le recrutement, donc en fait c'est déjà long. Donc pour une première expérience, c'est déjà voilà. Et puis le stagiaire il reste quand même 6 mois à temps complet dans l'asso, donc c'est déjà ça produit déjà un bon travail. Voilà, donc peut-être dans tout ça quand même évidemment d'excellentes expériences, et chaque année généralement des assos ravis de l'expérience. Chaque année, on demande si le travail donc chaque année, on fait un bilan avec les assos une fois que les étudiants sont partis. On demande si le travail a répondu à la question de départ. Et souvent, parfois, les assos, elles répondent non. Mais en fait, c'est pas grave, parce que le chemin d'avoir travaillé et de s'être embarqués ensemble, c'est ça qui est important pour elles. Et parfois, les projets continuent. Comme par exemple, l'an dernier, on a travaillé avec Ferme Partagée et l'étudiante Claire Guillot, qui était en ergonomie, qui a travaillé sur le travail dans les collectifs agricoles. Elle continue cette année en thèse CIFRE avec l'association. Voilà, donc c'est un exemple de projet réussi. Puis comme c'est sur le thème des RIUSS, en plus, je voulais citer cet exemple de projet. Voilà. Et puis peut-être juste pour terminer, comment on le vit, nous, au travail en tant que médiatrice. Comme on m'avait demandé aussi de parler rapidement de ça, nous, il y a une vraie reconnaissance qui se fait en ce moment d'un savoir-faire de notre travail à nous, qui est de plus en plus reconnu à la fois en interne à l'université, par les autres services, et dans la nomenclature aussi, dans le secteur plutôt médiation scientifique, la sous-compétence recherche participative, ingénieur d'études en recherche participative, commence à être reconnue. Et puis en externe, dans le monde de la médiation et de l'accompagnement en général, donc les places, elles sont rares, hein, c'est clair, mais bon, elles sont passionnantes quand même. Alors évidemment, ça c'est très instable. Ça a besoin d'être stabilisé, et puis ça a besoin d'être soutenu, défendu par les chercheurs, les autres collègues du monde universitaire, et puis les partenaires extérieurs. Si c'est des gens qui trouvent ça utile, donc c'est chouette parce qu'on a un réseau ici à Lyon. Voilà, on essaye de travailler en partenariat le plus possible, avec les gens qui trouvent utile ce travail d'intermédiation qu'on essaye de faire entre ces mondes-là. Carrément, merci beaucoup. Et oui, effectivement, tu citais un projet où en fait, vos différents témoignages m'ont amené à une question. C'est laquelle vous n'êtes absolument pas obligé de répondre, mais si quelqu'un dans la salle tout à l'heure veut poser une question et la reprendre, parce que ça m'intéresserait d'avoir votre réponse. Est-ce qu'il vaut mieux partir du sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de partir des aspirations des associations, etc. Et en même temps, la coopération, c'est avant tout le chemin. Et ça, quelle que soit la coopération, j'ai l'impression. Se fixer un objectif, ça revient à dire qu'on va planifier, et on ne planifie pas une coopération. On la vit et on voit ce qui se passe. Dans une certaine mesure, il y a forcément des moments où c'est plus ou moins coopératif. Ok, bonjour Annie Bacop. Et du coup, je me demandais si, quelque part, pour dépasser certaines des tensions, il ne vaudrait pas mieux partir de la rencontre
que du sujet. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez, est-ce que l'un ou l'une de vous quatre souhaiterait ajouter quelque chose, rebondir sur des choses qui ont pu être dites, voilà, qui vous est revenu en tête en bout de la fin? Le propos de Baudouin me fait penser à, en fait, on a eu un projet en même temps que la recherche participative dans laquelle on est, avec des étudiants en master, qui était dans la continuité de l'enquête. Et ce qu'on a cherché à montrer aux associations, c'était le rapport d'étonnement des étudiants, où on s'est aperçu, ce qui a été très bénéfique finalement et qui a marqué les associations, c'est que ça a été pour eux une sensibilisation au monde associatif. Et en fait, ils se sont aperçus en allant interviewer les dirigeants de la réalité, d'une réalité du monde associatif. Et alors que le sujet portait, c'était pas le sujet direct, mais c'est dans la restitution qu'on a fait aux associations, c'est cet aspect-là qu'on a souhaité mettre en avant à un moment donné et qui a été mis en avant lors de notre trajet dernièrement devant la région, etc. Il y a eu « Ah, mais c'est fabuleux, il faut faire ça !» Et c'est vrai que, tu le disais, le sujet... des fois, ça va être, c'est un prétexte. Il y a quand même une réponse qui est attendue derrière, mais ça peut être aussi le prétexte à une rencontre qui va amener des résultats auxquels on ne s'attendait pas forcément, ou des résultats annexes qui peuvent être aussi enrichissants finalement que le sujet même de la recherche. Moi, je veux bien dire un mot aussi. Tu voulais y aller ? D'insister sur l'idée que la recherche-action, c'est quand même, en tout cas tel que je l'ai vécu, à plusieurs reprises, c'est le temps du cheminement et que ça se construit aussi au fil de l'eau. Et sur ta question, la rencontre ou le sujet peut être un prétexte à la rencontre aussi. Mais c'est vrai que là, dans cette démarche du réseau des cafés-cantines culturels associatifs, ce qui a vraiment manqué, c'est ce temps d'interconnaissance, non pas seulement entre le réseau ou moi et les lieux, mais même entre les lieux pour pouvoir œuvrer ensemble. Et ce temps-là, il est vraiment incompressible. Et en fait, moi, quand malheureusement le FONGEP Recherche n'a pas été reconduit, vous le savez, il y a eu un arrêt assez brutal des financements. Et en fait, à la fin, ça y est, on était prêts à œuvrer ensemble, en fait. Oui, clairement, c'est tout ce temps invisible, en fait. Et nous, c'est pareil, on a beaucoup de mal à le valoriser, en fait, ce temps-là. Et c'est pour ça que ce temps un peu d'incubation des projets et que nous, on estime faire. Et c'est pour ça qu'on s'appelle le dispositif un peu porte d'entrée, quoi. C'est qu'en fait, nous, parfois, nos projets, ils sont prêts à la fin de l'année et demie de collaboration et on a testé cette possibilité de travailler ensemble à travers un petit stage de M2 et parfois, du coup, le chercheur, il s'est dit, tiens, là, il y a moyen de faire quelque chose de plus approfondi. En fait, et du coup, il se dit, je vais aller essayer de chercher des sous dans un autre guichet, prétendre à un financement recherche, etc., ou à un financement asso, autre, etc. En fait, c'est un temps totalement invisible et qui est financé par personne et qui est, et même nous, en fait, en tant que tiers veilleurs, il y a un projet là qu'on a réussi à faire financer par l'ANR. En fait, on a eu un trou de 2 ans pas financé entre, on a fait un stage BDS, ensuite on a eu 2 ans pas financé et ensuite au bout de 2 ans on a eu mais en fait pour pas perdre l'asso et ni la chercheuse entre les 2 ans, on a continué quand même à faire un atelier tous les 6 mois, quand même, un après-midi de temps en temps, comme ça, un petit peu, parce que pour pas perdre l'assaut, pour pas perdre la dynamique, en leur disant peut-être qu'on aura les sous, en expliquant quand même, et du coup, comment on explique à l'assaut qu'on continue quand même d'être là, qu'on a envie de faire le projet, mais que peut-être il se fera pas si on n'a pas les sous. Aussi, en plus c'était avec une asso de paysans à la retraite, donc comment expliquer que la recherche c'est pas gratuit, mais qu'on est quand même là en n'étant pas payé parce qu'on y croit, parce que tout ça, parce qu'on a quand même très envie de faire ce projet et tout. Et là maintenant qu'on a ce projet et que tout le monde le trouve génial, et là les financements sont en train de pleuvoir dans tous les sens pour valoriser ce truc parce que le sujet intéresse tout le monde. Et c'est étrange parce qu'il y a des moments de latence un peu. Et donc pour dire que oui, il y a des bouts d'iceberg invisibles dans ces projets-là,
Et c'est pas évident. Et voilà, faudrait arriver à faire financer. Enfin voilà, et c'est pour ça que nos réseaux, ils sont importants. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, on se soutient aussi et on est là pour se trouver des petits bouts. Et en effet, on le sait que ces temps-là, ils sont importants et que... Et voilà, on trouve des petits bouts de ficelle pour se soutenir dans ces temps-là, parce qu'on sait que c'est ça qui fait le sel de ces collaborations, quoi. Mais pour les personnes précaires dans les réseaux, c'est pas évident du coup. De comprendre, effectivement. C'est vrai que Florian, tout à l'heure, tu disais qu'il a fallu 1 an pour bâtir votre projet. Il me semble que c'est le cas de beaucoup des projets de recherche. Ouais. Je crois que tu voulais réagir. Oui, oui, sur la question de comment on fait pour promouvoir la recherche participative, parce que c'est un de nos enjeux communs, je crois. Et pour moi, ça pose la question face à nos publics associatifs de à quoi ça sert la recherche. Et sauf si on va chercher les pionniers ou les structures qui sont déjà bardées de recherche, ATD Carmonde, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, etc. Face à nous, il y a des gens qui ne sont jamais investis en recherche, et c'est cela que nous on va chercher et qui nous intéresse beaucoup aussi, et qui du coup n'ont pas de perception, ou qui ont des mauvaises perceptions, ou qui ont des attentes surdimensionnées ou décalées. Et nous, notre rôle, c'est à la fois de donner envie de recherche participative, mais en même temps d'informer sur ce que c'est, et sur les limites, sur ce que ça n'est pas, mais sans dégoûter. Et ça, ce travail-là, c'est pas la temporalité de nos AMI ou de vos AMI. Quand nous on lance un AMI, c'est pour faire remonter des projets, c'est pas pour dégoûter les gens. Alors après on dit, mais en même temps on fait pas une conférence sur voilà, ce que c'est ce que c'est pas. Et donc du coup ça veut dire que je pense qu'il y a sans doute dans un écosystème territorial comme le nôtre, penser aussi une stratégie d'alliance et puis des actions conjointes sur de la sensibilisation, de la pédagogie de fond auprès de l'ensemble de nos écosystèmes. Et du coup, c'est aussi une réponse à la question est-ce que ça part de rencontre ou d'un objet? Moi, je crois que si on se dit qu'il faut que ça parte d'une rencontre, on va forcément rester dans un réseau super étroit, dans une forme d'entre-soi, c'est-à-dire les gens qui sont déjà sensibilisés. Parce que moi, je sais que j'ai assisté à des rencontres où il y avait des structures qui s'étaient engagées sur des postes FONJEP, etc. Et j'ai observé qu'il y avait beaucoup de cas où, en fait, c'est parce que dans l'association, il y avait au CA un chercheur. Je dis tout le temps, j'ai pas osé. Mais j'ai pas fait de stats. Pas tout le temps, mais souvent. Mais souvent. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un chercheur dans son CA. Vous avez un chercheur au CA? Non. Non, mais c'est Recherche et Solidarité qui a fait le... Mais c'est Recherche et Solidarité qui a fait le... donc du coup, voilà. Et alors qu'il y a des objets fédérateurs aujourd'hui de recherche participative, en tout cas, nous, on fait ce pari-là, il y a des enjeux qui sont invisibles, et l'invisibilité de ces enjeux, aujourd'hui, ça résonne avec les besoins des associations, de la société et de la démocratie. Nous, sur un ensemble de sujets qu'on aborde aujourd'hui, enfin, contribution des associations au territoire ou à la transition socio-écologique, est-ce bien normal qu'aujourd'hui on ne sache pas dire ce qu'apportent les associations à la transition socio-écologique au niveau des territoires? Qu'est-ce qu'on perd à ça quand on est des associations, mais quand on est un politique ou quand on est un citoyen, à ne pas le savoir? Donc il y a un certain nombre d'objets qui sont fédérateurs, et je pense qui pourraient effectivement faciliter le passage à l'acte en recherche participative, que ce soit pour des associations ou pour des chercheurs. Je te rejoins complètement, il me semble que c'est un des enjeux portés par Sciences Citoyennes, notamment sur la démocratisation des sujets de recherche. Pourquoi est-ce qu'on en sait plus sur l'atome que sur la contribution de l'asso à la transition écologique? Je vous le donne. Ou pas. Il y a un petit résumé dans le guide sur la recherche c'est, la recherche ça n'est pas. Voilà, ça vaut pas une longue discussion, ça remplira pas tous les besoins, mais voilà, j'espère que le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, avec sa petite contribution, pourra peut-être faire le premier palier qui permettra à ce que les assos et les chercheurs-chercheuses ne soient pas frustrés ni déçus outre mesure quand ils se lancent enfin dans une recherche. Il nous reste un petit quart d'heure s'il y a des questions. Alors on voit 3 doigts, je t'ai vu en premier, ensuite ce sera par ici et derrière.
Merci. Pierre Friedrich, je travaille au CISCA. J'ai l'occasion d'accompagner quelques démarches, en tout cas, qui ont vocation à être de la recherche-action participative, ou du moins à mettre des acteurs en position d'enquête et de croiser les différents types de connaissances. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'effectivement, quand on fait de la recherche-action participative ou de la recherche participative, finalement, on devient un peu une interface, un traducteur, on fait de l'intermédiation. Il y a plein de choses qui jouent dans ce rôle-là entre l'acteur de la société civile et l'acteur chercheur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que en fait, cette position-là permet d'être vecteur de transformation culturelle, aussi bien chez les acteurs de la société civile qui, un peu Hélène le disait, découvrent en fait, démontrent leurs présupposés sur ce qu'est la recherche, ce qu'on attend en fait de la recherche, des savoirs nouveaux, de la connaissance pure, on va apprendre plein de nouvelles choses, c'est super. En fait, on s'aperçoit que la réalité c'est un peu différent, c'est des agendas de recherche différents. Et qu'est-ce que ça fait aussi pour les chercheurs en fait, qu'est-ce que ça vient interroger dans les pratiques de recherche, les postures, la relation qu'ont les chercheurs à la construction des connaissances. Moi, c'est ce que j'aimerais un peu savoir, si vous avez des retours sur est-ce que ça se fait que dans un sens, finalement, on vient expliciter ce qu'est la recherche et comment elle fonctionne, et voilà, c'est un truc qu'on finalement on questionne peu. Et est-ce que l'inverse se fait, et est-ce qu'il n'est pas souhaitable que l'inverse se fasse? Oui, moi j'ai Éric Lacheux, j'anime une chaire communication à ESS et j'ai travaillé sur un dispositif de croisement des savoirs avec ATD pendant 3 ans, une recherche-action. Mais du coup, j'ai quand même une réflexion et puis une question. La réflexion, c'est on parle de recherche participative et on pose des questions de financement, où trouver les financements, agender, etc. Et moi, je me disais que ça serait bien de coupler recherche participative et financement participatif. Et que finalement, il n'y a pas de réflexion, il y a peu de recherche là-dessus, mais ça serait bien qu'une science citoyenne se développe par de l'argent citoyen, et une recherche participative par des financements participatifs, plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases, de faire rentrer des projets triangulaires dans des cases carrées. Si déjà il y a des gens qui sont prêts à financer du triangulaire, ça irait plus vite, et ça serait plus intéressant sans doute. Donc ça, c'est une réflexion. La question que je me pose, c'est celle du tiers-veilleur. Franchement, autant je vois bien la nécessité d'avoir de la médiation scientifique, l'intermédiation, notamment quand on met des publics comme là, j'ai vu des personnes en situation de grande pauvreté, des chercheurs et des travailleurs sociaux, ça ne se fait pas spontanément et il faut bien de la médiation et organiser ça. Autant la notion de tiers-veilleur, alors moi je suis très dubitatif et du coup je voudrais voir ce que vous en pensez, et je suis d'autant plus dubitatif qu'aujourd'hui on essaye de l'imposer un peu dans les dispositifs. Et donc ça demande de l'argent. Moi j'ai l'impression que ce qu'on cherche avec la notion de tiers-veilleur, c'est réduire le temps, et que c'est justement ce temps-là dont on a besoin. Et que quand je vois aujourd'hui les projets, et je reviens à la question du financement, quand je vois que c'est financé sur 2 ans, je comprends le tiers-veilleur. Je comprends aussi que ça permet à des doctorants ou des post-doctorants de trouver, ça renvoie plutôt à nos difficultés de la recherche aujourd'hui qui est plus financée, et on trouve des positions. Enfin, moi je vous demande aujourd'hui à quoi ça sert vraiment un tiers-veilleur, de me convaincre. Moi j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose, mais je suis prêt à changer d'avis. Mais la question plus précisément, c'est pourquoi on est glissé de cette notion de médiation absolument indispensable à celle de tiers-veilleur qui me paraît beaucoup plus critiquable. Et la troisième question. Merci. Merci pour l'intervention. Mathieu Fortin, je suis développeur économique à la ville de Villeurbanne. Et je rejoins l'affirmation qu'il existe des objets fédérateurs de recherche participative. Alors j'avais une question générale avant l'intervention de Florian qui était quid de la place des collectivités locales dans vos expériences de recherche participative. Alors l'exemple du projet Aster, je le trouve très intéressant parce qu'on a une définition d'un bien commun qui est très large et contributif, qui est la fabrique du territoire, où chaque partie prenante apporte sa brique. Mais une collectivité territoriale on peut avoir une posture de catalyseur, d'intermédiation, de fournisseur de données quantitatives ou qualitatives. Il y a de nombreuses collectivités qui développent des outils d'observation dans différentes politiques publiques. Et les collectivités territoriales partagent des attentes avec des associations de son territoire qui dépassent l'évaluation d'actions, de dispositifs, voire de politiques publiques. Parce que quand on évoque qu'une collectivité rentre dans le programme pour évaluer son contrat de ville, c'est une évaluation politique publique. Du coup, ma question se recentre sur Rachel, sur votre expérience.
Parce que, par exemple, nous, dans notre collectivité, le renouvellement des dirigeants associatifs, c'est un enjeu politique du territoire. Et je voulais savoir si dans votre expérience vous avez vécue sur la recherche participative, cet objet a été s'est approprié de certaines collectivités, si oui et comment elles ont pu ou pas participer à une projet. Merci. Il y a une première question un peu sur les changements de pratique. Il me semble que ça peut occasionner. Je pense que Florine peut témoigner, puis bon, ça renvoie aussi peut-être il y a des chercheurs dans la salle qui peuvent peut-être répondre aussi. Il y a plein de cas de figure différents. Il y a des chercheurs chez qui ça ne change rien du tout, qui se renferment comme des huîtres, voilà, chez qui ça ne change rien. Il y a des chercheurs chez qui ça produit des crises existentielles absolument fracassantes, voilà, qui se retrouvent complètement bouleversés jusqu'à quitter le métier, voilà. Vraiment, enfin, ça arrive, quoi. C'est vraiment, voilà, qui nous font des grands bouleversements comme ça. Voilà, et puis il y a des chercheurs chez qui, en effet, ça fait un peu, ça modifie un petit peu la pratique. Voilà, ils vont venir modifier un petit peu leur méthodologie, leur approche, voilà, de leur objet, se rendre compte qu'il y a des connaissances ailleurs que là où ils pensaient qu'on avait sur leur objet, etc. Nous, après, c'est vrai que comme on travaille beaucoup avec des étudiants de master, ce qu'on voit beaucoup, c'est des questionnements sur ah là là, mais en fait, ma discipline, elle n'est pas si omnipotente que ça, sur mon objet. Je pensais que voilà, j'avais la science infuse sur tel sujet, et puis en fait, il faudrait peut-être que j'aille voir un petit peu ailleurs, ou piocher ailleurs. Voilà, dans d'autres méthodologies, dans d'autres sources de connaissances, etc. Voilà, donc ça vient bouleverser un petit peu ça, mais je pense que vous constatez la même chose. Voilà. Mais voilà, moi, le bouleversement le plus grand que j'ai vu, c'est chez un chercheur qu'on avait emmené dans une école d'été de la recherche participative qui va se reproduire la semaine prochaine à Lausanne du réseau Réunis, et qui nous avait dit... ah là là, mais en fait, j'ai l'impression que je sers à rien, quoi. Que, en fait, si tout le monde est chercheur, du coup, en fait, je suis plus chercheur, voilà. Et du coup, on avait dû le rassurer en lui disant, mais non, mais le chercheur a quand même sa place. Enfin, voilà. Du coup, ça l'avait tellement, il avait l'impression que les acteurs avaient tellement déconstruit le rôle du chercheur en disant que tout le monde était chercheur, que du coup, lui-même n'avait plus de rôle suffisamment spécifique pour avoir une utilité sociale, quoi, quelque part. Alors que c'est pas forcément ça le but de la recherche participative. Après, évidemment, ça dépend des projets, ça dépend des collectifs, ça dépend comment on l'approche, etc. Bon, bref, nous, on n'est pas là pour prendre position de façon par rapport à ça en tant que boutique des sciences, mais voilà, évidemment, ça dépend des paradigmes et des épistémologies qu'on choisit. Mais voilà. Mais peut-être que Florine, tu vas... Enfin, voilà. Par rapport à ce que ça bouge chez les chercheurs. Oui, chez les chercheurs, j'ai un peu le même témoignage, avec des remarques régulières, surtout par la posture dont on est quelques-uns à défendre, où du coup, il n'y a plus cette scission entre les acteurs sociaux d'un côté et les chercheurs académiques de l'autre, où on va tenter que les personnes concernées se mettent... enquête collectivement. Là, dernièrement, sur une dernière recherche-action, mon collègue m'a dit, mais du coup, nous, on sert à quoi en tant que chercheur ? Et bon, je tente de répondre à cette question en me disant, de toute façon, pour que les gens concernés deviennent chercheurs, il y a une question de transmission de certaines méthodologies et du coup d'accompagnement. Donc j'assume un peu plus cette posture d'accompagnement pour que chacun, enfin que ceux qui veulent, on n'est pas tous obligés de devenir chercheurs en fait, mais que ceux qui veulent puissent se mettre dans des dispositifs d'enquête. Après, Pierre, tu avais aussi une question peut-être plus sur le rôle d'intermédiation. Donc ça, moi, je ne peux pas tellement répondre à ça, parce que je ne suis pas dans des dispositifs où il y a de l'intermédiation. Mais peut-être que... Pauline, je peux compléter la question de Pierre. Je pense que Florine, elle pourrait peut-être y répondre. Ah, vas-y. Parce que du coup, il y a aussi cette question tu l'as évoqué, et Hélène aussi, tu l'as évoqué à un moment donné, un peu de formation, quoi. C'est-à-dire que il y a des outils, il y a des méthodes d'enquête, il y a des pratiques d'enquête. Et ce rôle d'intermédiation, il peut aussi peut-être être vécu comme ça, en tant que transmission
de circulation des méthodes. D'ailleurs, comme en plus vous avez un peu les deux casquettes, méthode des acteurs, méthode des chercheurs professionnels, et tu vois cette intermédiation, et du coup ton rôle aussi dans la recherche-action sur l'ERECA, est-ce qu'il ne s'est pas un peu joué aussi de cette manière-là à faire circuler les savoirs autour des méthodes et donc de fait avoir un rôle d'intermédiation? Ouais, complètement. Et là, je le sens peut-être plus sur la recherche-action en cours, là, avec le collectif de transition citoyenne, où il y a des représentations fortes autour de, s'ils sont dans la salle, autour de c'est quoi la recherche. Et cette attente de, bah non, mais vous êtes des chercheurs, donc vous allez nous apporter effectivement les réponses, c'est vous qui allez enquêter. Et donc, il y a un travail de construction d'une culture commune autour de différents courants d'épistémologie où le chercheur est perçu et envisagé différemment. Il y a ce travail de questions de posture de recherche, d'épistémologie, de méthodologie à partager en se disant voilà, moi ma vision de la recherche c'est celle-ci. Après, je vais caricaturer un peu, après si vous recherchez une personne qui est dans une approche plus surplombante de transmission, je ne pourrais pas être votre partenaire idéal, quoi. Et donc on travaille ça parce que effectivement il y a différentes formes, il y a différentes manières de faire de la recherche et ça compte d'être très clair parce que effectivement dans les représentations communes, même la recherche en sciences sociales, c'est quand même pas ce qui vient directement en tête quand on parle de recherche. Donc c'est déjà se dire, nous on est en sciences sociales, c'est un petit peu particulier. En sciences sociales, il y a différents courants. Nous on se situe là-dedans. Si vous avez envie que en fait on enquête sur vous, et que vous ne participiez pas à proprement parler à l'enquête, du coup ce sera avec une autre équipe. Donc il y a des ajustements, il y a des négociations à mettre en œuvre et moi je retiens quand même de ces dispositifs de ne pas hésiter à dire, redire, clarifier, reclarifier parce que au fil de notre formation et de nos expériences, on a aussi peut-être des manières de faire, des certitudes qui se forment et qui sont loin d'être des évidences en fait. Et ça dans la formation des acteurs, mais des chercheurs aussi. Là, on a fait une formation doctorale cette année. Notre rêve, c'est de pouvoir former un jour des enseignants-chercheurs. Mais les doctorants, c'était génial parce qu'ils étaient hyper avides d'échanger sur les enjeux de posture que ça leur pose de faire des recherches participatives. C'était passionnant. Ils avaient autant à apporter que nous, à leur apporter aussi et dans les échanges qu'on a eus. Et ils étaient vachement en quête d'être rassurés, d'être réassurés et d'échanger en fait juste sur ce que ça produit. Et c'était hyper intéressant et c'était hyper riche et juste, ça leur a vachement servi et en effet, c'était ces apports-là et oui, il y avait toutes ces postures-là mélangées et tous ces déplacements-là, quoi. C'est vrai que c'est Lynn Lost notamment qui travaille un peu sur cette question de la place des associations dans l'intermédiation pour amorcer la réponse à la question d'Éric. Où les associations ne sont pas de simples go-between, c'est pas juste un traducteur neutre, c'est aussi pour certaines associations qui, comme tu le disais tout à l'heure, peuvent avoir beaucoup d'expérience déjà dans la recherche. Elles sont pas simplement... elles ne vont pas simplement transmettre l'information, elles vont aussi la reformater, entre guillemets, pour que tout le monde puisse comprendre les attentes de tout le monde et que la mayonnaise prenne, que le Rubik's Cube s'emboîte, quoi. Est-ce que, juste pour élargir la réponse, parce que j'entendais de Pierre qu'il y avait une question, la question c'était qu'est-ce que ça permet comme transformation culturelle, mais peut-être pas forcément pour l'équipe, mais plus largement. Moi, ça me pose la question de l'évaluation de la recherche participative. Alors, peut-être juste partir de, pour nous à l'Institut et dans le cadre de notre projet Aster, la création de valeur sociétale, elle peut se lire dans les interactions et à travers les relations. Les relations, les interactions sont productrices de valeur et de transformation sociétale. C'est un peu l'angle théorique de nos travaux sur Aster. Et avec la question qui est posée de qu'est-ce que coproduire de la connaissance entre acteurs publics, acteurs associatifs et chercheurs, ça va transformer pour chacun, mais pour le territoire et pour la société. Si un élu ou un fonctionnaire
On a plus simplement comme lecture de son territoire, voilà, on est un département, une commune, une tête commune, et puis on est un territoire de financement, mais qu'on prend en compte la façon dont les associations, les collectifs informels, etc., contribuent à la vitalité, etc. Ça change des rapports dans la façon de connaître, de comprendre les besoins, mais aussi d'apporter des réponses ensemble, et puis de dépasser les crises ensemble, etc. Donc ça, c'est un premier point. Mais du coup, nous, ça, on l'a embarqué à travers un axe d'évaluation, je le disais. Mais l'axe d'évaluation, c'est juste ça que je voulais apporter à la discussion, c'est qu'il ne nous est pas demandé par l'ANR. Nous, dans les financements de recherche, on ne nous a pas demandé d'évaluation. On n'est pas une évaluation. Et l'évaluation dans le monde de la recherche, moi j'entends beaucoup sur des critères scientifiques, de publication, etc. Et c'était une des réflexions d'ailleurs qui a poussé l'ADEME pour son programme CO3, insatisfaite des premiers bilans évaluation qui avaient été faits, à lancer un appel à projet de recherche pour comprendre quels étaient les effets transformateurs des recherches soutenues en recherche participative dans le cadre du programme CO3. Et nous, en fait, l'axe évaluatif, il est financé par la ligne FDVA. Donc c'est marrant. C'est-à-dire que c'est le JETBA, c'est l'État qui finance l'association, qui est dans la culture, évaluation des actions, etc., qui avait des attentes. Et nous, c'est par là qu'on finance le... Donc ça pose cette question de comment on embarque les enjeux d'évaluation des recherches participatives pour comprendre ce que ça transforme, cette méthode-là en particulier. Mise en récit. Pardon. Évaluation ou mise en récit. Oui, l'évaluation, peut-être le terme est un peu étroit. Alors, je ne sais pas quoi faire parce qu'on est arrivé à la fin du temps en partie. Et j'ai très envie d'un café. Mais il reste des questions qui étaient très intéressantes. Voilà. Ouais, peut-être en deux mots, parce que c'est l'objet de mon intervention de 11h30, la bienveillance de Répé. Voilà. Rendez-vous au prochain atelier. On peut en parler au café. En deux mots, l'intermédiaire. Après, nous, on utilise le mot tiers-veilleur depuis qu'il est apparu dans les appels à projets de l'ANR. Moi, je ne suis pas plus attachée que ça au mot tiers-veilleur. D'ailleurs, au quotidien, on utilise plutôt intermédiateur. Ce que ça a de plus par rapport à intermédiateur pour moi et du quotidien de la boutique des sciences et ce qu'on a ajouté dans les gros projets, c'est vraiment ce côté-là de plus que l'huile dans les rouages, c'est qu'en plus il y a la dimension vraiment de documentation de ce qui se passe et le côté vraiment méta-recherche. C'est-à-dire que pour moi, les tiers-veilleurs, ils ont en plus un profil, en général on vient en plus du monde de la recherche et on a un profil de docteur, la plupart, parce qu'en plus on produit ce travail de documentation avec un travail de faire des entretiens, de venir observer comment ça se passe vraiment finement dans le collectif de recherche et du coup de regarder comment ça se produit, qu'est-ce que produit le fait de faire ensemble la recherche participative. Donc après, est-ce que c'est utile de regarder qu'est-ce que ça produit et comment est en train de se passer finalement le travail de recherche participative. C'est de la documentation, après c'est de la recherche sur la recherche, quoi. Donc après, il faut demander aux chercheurs du consortium si ça leur a servi, si ça leur a été utile. Moi, je trouve ça hyper utile et hyper intéressant en tant que tiers-veilleuse d'être tiers-veilleuse de ces 4 projets dont je suis tiers-veilleuse actuellement. Et je pense que ça leur sert parce que ça permet quand même de fluidifier les relations, de désamorcer les conflits, de permettre à des gens hyper différents de travailler ensemble, etc. Mais après, c'est sûr que sans doute ces projets se dérouleraient sans nous, mais je pense qu'ils se dérouleraient quand même de manière moins intéressante. Mais après, c'est sûr qu'on peut discuter. L'intérêt. Faut qu'Eric vienne à 11h30 du coup. Ouais. Mais je qui lisent les articles qui vont découler de dans tiers-veillance. CO3, c'était une des critiques qui était faite, c'est qu'il y avait une obligation de tiers-veillance. Oui, après, l'obligé... Et que le tiers-veilleur n'était même pas choisi par le consortium. Et là, ça avait pu poser des petits problèmes professionnels. Genre, les gars arrivaient en mode pourquoi vous êtes là ? On sait pas. Donc voilà, donc ça dépend aussi, je pense, comment c'est fait. Et puis qui on met à ces postes-là aussi, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas d'expérience du tout de la RP. Bien sûr. Je sais pas si Rachel, tu voulais dire sur les Laure, une question pour Rachel. Ok. Je peux répondre en privé sinon, mais... Parce qu'on a...
sur la suite. Eh ben merci beaucoup. Et puis, bon, bah, visiblement, on n'a pas fini de parler.